Et il est tant dévasté que, en atterrissant à Paris, il appelle sa plume, la personne qui lui écrit les discours, qui s'appelle Igor Mitrofanov. Et il l'appelle et il lui dit tu sais Igor, si j'avais pu me jeter par la fenêtre pendant le vol, je l'aurais fait. Voilà, ça y est, c'est le moment du blast pour François Fillon. Oui, en fait, François Fillon est à Berlin le 23 janvier, je le raconte dans mon livre, avec Henri de Castries, l'ancien président d'AXA, et Bruno Le Maire, qui à l'époque faisait partie de son équipe de campagne. Ils sont allés rencontrer Angela Merkel, et à ce moment-là, donc c'est le lundi, François Fillon a déjà des éléments comme quoi le Canard enchaîné va publier un article sur sa femme. Et me raconte-t-il, mais j'en ai parlé aussi avec Pénélope, à ce moment-là, ils ne sont pas du tout inquiets. C'est public, entre guillemets, pour l'administration, puisque c'est des fiches de paye, ils ont déclaré leurs impôts. À leurs yeux, c'est officiel qu'elle travaille, même si ce n'était pas du domaine du grand public. Sort le Canard enchaîné le jeudi, mais lui, comme beaucoup de gens à Paris, peut le lire dès le mercredi soir. Il voit l'article, bon, ça lui fait pas plaisir, hein, il se dit que ça va être un coup de canif dans la campagne, mais il n'imagine pas que ça va prendre les proportions que ça va prendre. Et le lendemain, il va à Bordeaux voir Alain Juppé, donc son ancien adversaire de la primaire, pour un peu, mettre en scène leur réconciliation ou leur union. Et il rentre en avion privé de Bordeaux, et juste avant de monter dans l'avion, il apprend que le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire le concernant. Et là, il se dit, ok, là, le monde s'arrête, puisque si la justice, en 24 heures, alors que l'encre du Canard enchaîné n'était même pas sèche, ouvre une enquête, ça va provoquer des dégâts considérables. Il connaît le parquet national financier, dont on peut peut-être parler tout à l'heure, mais voilà, qui a effectivement désossé la carrière de certains hommes politiques. Et il est tant dévasté que, en atterrissant à Paris, il appelle sa plume, la personne qui lui écrit les discours, qui s'appelle Igor Mitrofanov. Et il l'appelle et il lui dit tu sais Igor, si j'avais pu me jeter par la fenêtre pendant le vol, je l'aurais fait. Voilà, ça y est, c'est le moment du blast pour François Fillon. Parce que nous, on n'aime pas les effets de meute, on n'aime pas quand l'époque s'acharne, les consensus de haine, de dénigrement. Notre époque qui est très paradoxale d'ailleurs, parce qu'elle en est bourrée de ces consensus-là de calomnie, de diabolisation, alors que l'époque se revendique progressiste et tolérante, mais bien évidemment, c'est rarement ceux qui portent ces revendications-là en bandoulière qui en font preuve le plus. Donc déjà, nous, on a un réflexe immédiat avec Geoffroy Lejeune, qui est le directeur de la rédaction, c'est de se dire, il y a un loup. Si tout le monde s'acharne, c'est que faut, nous, garder notre calme. Par ailleurs, on sait aussi que la justice peut être instrumentalisée à des fins politiques. Ce ne serait pas la première fois, et surtout avec le parquet national financier, la manière dont François Hollande a créé ce parquet, a nommé des magistrats qui, en général, avaient bossé dans des cabinets de gauche, dont certains avec même Ségolène Royal. On sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis surtout, voilà, on est du côté de la victime. François Fillon, parce que son affaire offrait une trame narrative à la campagne exceptionnelle pour les médias, est devenu la proie de tous les portraits les plus fantasmagoriques, ergotant sur sa personnalité, son goût pour l'argent, son aspect dissimulateur, etc. Et nous, on a juste voulu creuser. Enfin, déjà, on savait que François Fillon, on le connaissait un peu d'avant, on le reconnaissait pas dans les portraits qu'on lisait. Et par ailleurs, cette espèce d'hystérie du moment, un peu de phénomène de toupie, quoi, où tous les médias, tout d'un coup, tournent sur eux-mêmes et que ça s'arrête jamais. Les chaînes d'infos en continu qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Tous les jours, fallait alimenter ce feuilleton-là. On s'est dit que nous, on avait vraiment une carte à jouer, puisque ce qui définit Valeurs Actuelles, c'est pas droite, c'est pas le conservatisme, c'est pas le libéralisme, c'est l'anticonformisme. On déteste les présupposés, les a priori, les leçons auxquelles il faudrait se soumettre par principe. Et François Fillon est clairement devenu un candidat anticonformiste à partir du mois de janvier. Et donc, c'est pour ça qu'on a surtraité sa campagne. Concrètement, Éliane Houlette ouvre une enquête préliminaire.
Ça lui donne un certain nombre de droits en termes justement d'enquête, d'audition, d'essayer de rassembler des éléments pour vérifier si ce que raconte le Canard enchaîné renvoie à une pratique illégale chez François Fillon ou non. Et le parquet général lui demande de transformer cette enquête préliminaire, pardon, c'est un peu technique mais c'est assez simple, en ouvrant une information judiciaire. Si elle ouvre une information judiciaire, ça veut dire qu'il y a un juge d'instruction, ça veut dire qu'il peut y avoir une mise en examen, ça veut dire que ça démultiplie les actes de procédure possibles, et ça veut aussi dire que François Fillon ne pourra pas échapper à la prescription de certains faits, remontant, puisque Pénélope Fillon a été son assistante parlementaire très tôt dans sa vie politique, il est élu député en 81 et elle devient assistante parlementaire dès la fin des années 80. Donc, voilà, il n'y aura plus la prescription et il y aura une autre couleur de procédure. Et après, il y a l'aspect informel. C'est-à-dire que n'importe qui est un chef dans une entreprise, quand votre chef vous met la pression sur un sujet, c'est compliqué de dire que ça n'a aucune conséquence sur votre travail, sur le climat de votre travail, sur le contenu de votre travail, sur les conséquences de votre travail. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, Éliane Houlette avait bien compris que un acquittement, un non-lieu, prendre le temps pour vérifier si les mises en cause étaient légitimes, c'était une option qui n'était pas disponible pour elle avec une supérieure hiérarchique qui, elle, mettait une pression monumentale, tant en termes de calendrier que de procédure. Moi, j'ai assisté le dernier jour du procès de François Fillon à la plaidoirie d'Antonin Lévy, qui est donc l'avocat de François Fillon, et qui à la ville est le fils de Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs, pour la petite histoire. Et en fait, Antonin a montré pendant 4 heures dans une plaidoirie très enlevée sur le plan oratoire, mais très précise sur le plan factuel, à quel point l'enquête avait été à charge. C'est-à-dire que les enquêteurs de la brigade financière, Éliane Houlette au début, puis Serge Tourner, fameux juge d'instruction parisien, qui a beaucoup d'ennemis à droite apparemment, parce qu'il met en examen beaucoup d'hommes politiques venant de droite, n'ont enquêté qu'à charge. Alors enquêter à charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai la possibilité de voir 10 personnes qui ont un avis sur le travail parlementaire de Pénélope Fillon. Je vais aller voir 3 personnes dont je sais, parce que c'est de notoriété publique dans la presse locale, parce qu'on connaît les inimitiés qu'ils ont avec la famille Fillon, et je vais leur poser la question à eux. Donc vous avez des gens qui dézinguent Pénélope Fillon, dont certains qui ne la connaissent même pas en fait. Ça, c'est ce qu'Antonin Lévy a montré dans sa plaidoirie, c'est qu'il y avait des témoins qui étaient non seulement à charge, mais qui en plus n'étaient même pas légitimes, si vous voulez. Voilà, et donc cette instruction, elle a été menée que comme ça, avec un calendrier complètement dingo, où François Fillon dit rien ne me ferait arrêter sauf d'être mis en examen. On a l'impression, quand on voit le calendrier, que c'est à ce moment-là que les magistrats décident de le mettre en examen. Il n'y avait aucune porte de sortie, si vous voulez. La justice s'est organisée pour ne laisser aucune chance à François Fillon de s'en sortir politiquement. Je ne parle même pas juridiquement, parce qu'il y a eu un procès, il a droit, comme tout le monde, à des avocats pour se défendre, mais il savait très bien qu'ils avaient en main le calendrier, l'arme pour politiquement le stopper en vol. Moi, je pense qu'il essaye surtout de sauver la légitimité de son élection, puisque la question insidieuse qui est soulevée par les déclarations de Madame Houlette sur les pressions qu'elle a subies pendant son enquête, c'est, au fond, est-ce que la campagne s'est passée normalement? Si non, François Fillon a donc été empêché de faire campagne. Quel score aurait-il fait sans les pressions anormales de la justice, au-delà d'une enquête régulière? Et in fine, donc le président, la personne qui a été élue à la place, entre guillemets, de François Fillon, a-t-elle été élue par effraction ou par légitimité démocratique? Et même si François Fillon n'a pas du tout envie de s'engouffrer là-dedans parce que il considère que les démocraties occidentales sont déjà suffisamment affaiblies pour ne pas remettre en cause la légitimité de quelqu'un qui, mine de rien, est quand même passé devant le suffrage universel comme Emmanuel Macron. En revanche, il n'est pas malhonnête de dire que l'élection d'Emmanuel Macron a d'une certaine manière eu comme soubassement un empêchement judiciaire. Et donc pour Emmanuel Macron, il veut absolument dissocier son élection, son action, sa philosophie politique de ce soupçon-là. Alors c'est très compliqué de savoir d'où part l'affaire.
Moi, je vais vous donner une opinion personnelle. Je pense que l'affaire, le départ de feu, il est dû à la droite, aux inimitiés que François Fillon a créées à droite, avec notamment Nicolas Sarkozy, et avec un certain nombre de personnalités comme Jean-François Copé, etc. Et que, résultat, il y avait beaucoup de gens à droite qui n'étaient pas satisfaits de voir François Fillon désigné comme candidat à la primaire, et qui ont pu, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment et je ne sais pas quand, alimenter le Canard enchaîné ou d'autres sources qui, elles, après, auraient alimenté le Canard enchaîné. Et ensuite, une fois ce départ de feu parti, il y a la question de l'entretien de ce brasier. Et là, c'est pareil, c'est une opinion personnelle, mais à mon avis, c'est la Hollandie qui se met en marche. Vous avez à l'Élysée un secrétaire général à l'époque qui s'appelle Jean-Pierre Jouyet, qui est le parrain politique d'Emmanuel Macron. Et certes, François Hollande ne se représente plus, mais il y a des gens à l'Élysée qui ont très envie que ce soit Emmanuel Macron président de la République. Vous avez donc un président de la République aussi qui s'appelle François Hollande et qui a donc créé ce parquet national financier avec Madame Taubira, soi-disant pour justement assainir les pratiques politiques. Mais en fait, on voit bien que c'est un organe de transparence à géométrie variable qui dit rien pour certains hommes politiques, qui ne se saisit pas, par exemple, du fait que Jack Lang ait reçu 200 000 € de costume en je ne sais combien d'années, et qui, en revanche, sur François Fillon, déclenche une procédure inique. Donc voilà, les responsabilités, selon moi, sont partagées. J'ai vu l'autre jour une émission de télévision sur LCI où il y avait Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction, qui était invité. Et il a dit à un moment, vous savez, suite aux déclarations de Madame Oulette, vous savez, moi je pensais que c'était dans 20 ans qu'on saurait la vérité sur cette affaire. Et en fait, je suis complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire que je ne pensais pas du tout, parce qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont essayé de savoir d'où venait le complot, est-ce qu'il y avait un cabinet noir à l'Élysée, est-ce que la justice a agi normalement ou pas. Voilà, malgré le talent des auteurs de ces livres, personne n'est arrivé à une conclusion probante. Et donc, effectivement, moi je pensais comme Geoffroy Lejeune que ce serait le temps qui ferait son affaire. Et qu'on saurait un jour, parce que avec la prescription, avec l'ouverture des archives, peut-être, d'où ça vient. Et en fait, bon, voilà, là, le temps s'accélère. À partir du moment où c'est Éliane Houlette, la magistrate du parquet national financier, elle-même chargée de l'enquête, qui raconte ça, et en fait, si vous voulez, c'est le bourreau. Pour innocenter une victime, il n'y a pas meilleur que le bourreau. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est la plus légitime pour dire ça et pour qu'elle soit crédible. Donc, grâce à elle, on a déjà une partie de la lumière qui est faite. Et maintenant, ça ouvre quand même la piste aussi de savoir peut-être qui a lancé les boules puantes, qui, au niveau politique, et c'est tout le sens de la demande d'Emmanuel Macron auprès du Conseil supérieur national de la magistrature, de savoir si le ministre de la Justice de l'époque, Jean-Jacques Urvoas, avait lui aussi, par-dessus l'épaule de la procureure générale de Paris, qui elle-même était par-dessus l'épaule de la magistrate du parquet national financier, d'accélérer le processus. Alors, dans le livre, je raconte aussi justement un peu la genèse et la généalogie de ces fameux costumes pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Je précise en introduction que François Fillon regrette amèrement d'avoir accepté ces costumes, que c'était une erreur de sa part. Il a dit à un de ses enfants, je le cite dans le livre, c'était un moment où je n'arrivais plus à réfléchir. Hein, on est quand même après le Trocadéro, après la mise en examen, enfin, on est au pire moment du cauchemar. En fait, François Fillon, donc c'est des costumes Arnis, de la marque Arnis. Ça fait des années que, comme Pierre Moscovici, comme d'autres hommes politiques, la maison Arnis, sûrement flattée d'avoir des clients célèbres comme les gens dont je viens de parler, fait des prix à François Fillon. En gros, il ne paye pas ses costumes au prix public, quoi. Il a des réducs parce qu'il est connu, parce qu'il passe à la télévision, parce que les gens d'Arnis l'aiment bien. Ce qui est leur droit, je veux dire, c'est une boîte privée, s'ils ont envie ils font ce qu'ils veulent de leurs costumes. Arrive le moment où François Fillon gagne la primaire, et là, la maison Arnis lui écrit un petit mot, bravo Monsieur Fillon, félicitations, on vous souhaite une bonne campagne et nous serons toujours aussi fiers de vous habiller, etc. Puis arrive un jour un colis au QG, ou je ne sais plus où il est livré, peut-être chez François Fillon directement, avec des costumes Arnis. Et il n'y a pas marqué de la part de Robert Bourgi, avocat de la France-Afrique et ami Nicolas Sarkozy. Hein. C'est une boîte Arnis avec des costumes dedans. Donc il prend le cadeau, au lieu de s'interroger si cette boîte contient un piège ou non.
C'est ce qui est une erreur tactique de sa part, mais ce qui n'est pas une faute morale. Et ensuite, on connaît la suite. Voilà, Robert Bourgi se répand en disant, et vous avez été poli, parce qu'il a aussi dit j'ai niqué François Fillon. Et d'ailleurs, Geoffroy Lejeune le raconte très bien dans l'article qu'il consacre à tout ça cette semaine dans Valeurs Actuelles. Il raconte que il a déjeuné au Galliera, qui est une brasserie pas loin du journal, très peu de temps après, il se trouve, avec une partie de la rédaction, il se trouve que Robert Bourgi était présent. Complètement par hasard à deux tables d'eux, et Bourgi était en train de se féliciter auprès de son interlocuteur d'avoir niqué François Fillon. Pardon pour la vulgarité, mais c'est le terme employé. C'est pour moi la partie la plus importante de mon livre, parce que d'une part la famille de François Fillon, c'est la clé de compréhension de François Fillon. C'est avec eux qu'il est normal, c'est avec eux qu'il est bousculé, qu'il est chahuté, qu'il est aimé, qu'il est craint, qu'il est discuté. Voilà, c'est lui qui est réservé en public, qui a peu d'amis, qui se confie peu aux autres hommes politiques. C'est vraiment avec sa famille qu'il est à l'aise et naturel et au naturel. Et cette famille, elle l'a vécu cette campagne de deux manières. Elle l'a vécu à la fois très mal et de très près. Très mal parce qu'effectivement les enfants, les aînés, Charles et Marie, qui avaient été assistants parlementaires de leur père au Sénat, comme beaucoup d'étudiants en sciences politiques ou en droit qui peuvent à un moment décrocher ce genre de job temporaire, sauf qu'ils l'ont fait pour leurs parents, ont été auditionnés par la justice qui a arrêté ces poursuites très rapidement en estimant que le travail était tout à fait probant. Et les autres enfants l'ont vécu aussi de très près parce que, si vous voulez, Charles et Marie, ils ont été auditionnés par les policiers de la brigade financière. Tout le monde se retrouvait le dimanche pensant être sur écoute pour échanger sur la campagne, sur ce que vivait leur père, etc. Leur mère était au premier plan des ennuis judiciaires de François Fillon, donc ils soutenaient leur mère, ils allaient voir leur mère qui n'osait même plus sortir de chez elle. Et Pénélope Fillon restait enfermée des semaines et des semaines dans son appartement, sans jamais aller faire les courses, etc. Il y avait ses sœurs qui se relayaient à tour de rôle galloises pour habiter chez elle, avec elle, et qui venaient l'aider à cuisiner, faire les courses et pas déprimer, ou en tout cas essayer de pas trop déprimer. Et donc les enfants l'ont vécu ça de plein fouet. Ils ont vu un père devenir président de la République, puis chuter en étant l'ennemi public numéro 1. Libération avait titré le lendemain du meeting de la Villette une famille en or avec tous les enfants Fillon. Enfin voilà, ils ont été sur les réseaux sociaux. Je vous raconte même pas, c'était la curée. Et en même temps, ils l'ont vécu de très près parce que ils sont tous assez âgés. Enfin l'aîné est né en 82 et le dernier aujourd'hui 19 ans. Et voilà, ils sont tous matures. Ils sont tous un peu de droite. Pas trop militants, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller dans des meetings, mais là, justement, leur père étant empêché, ils sont allés dans les meetings. Il y avait un meeting un vendredi, à un moment je raconte, Marie Fillon et son mari Étienne, on arrête le boulot, on part tout de suite à Compiègne en meeting. Hop, ils arrivent, François Fillon voit qu'au premier rang, il y a ses enfants. C'est assez émouvant. Voilà, ils l'ont vécu d'extrêmement près. Ils ont essayé d'être le plus possible accompagnateurs de leur père. La veille du Trocadéro, il y a un dîner chez Marie Fillon, l'aîné des Fillon, avec François Fillon et tout le monde, et c'est l'anniversaire de François Fillon ce jour-là, et François Fillon explique c'est trop dur pour tout le monde, je vais arrêter demain, je vais dire que j'arrête, c'est une révélation du livre, et en fait c'est ses enfants qui le rattrapent, qui lui disent non mais attends papa, on n'a pas vécu tout ça pour ça, même Pénélope, qui est plutôt réservée d'habitude, penche pour continuer, et dit maintenant qu'on y est, on y reste. Et voilà, donc cette famille a été bien évidemment capitale, et si vous voulez, je pense que là, les choses vont peut-être changer grâce aux déclarations de Madame Moulette, grâce à peut-être le changement de perception de l'image de leur père dans l'opinion. Mais c'est quand même une famille qui a connu plutôt la notoriété, les bons côtés de la notoriété, et qui, depuis 3 ans, rase les murs. Ils voient très bien que quand ils sont avec leur père dans une station-service, tout le monde le regarde mal. Je raconte une scène où François Fillon est dans une boucherie à côté de chez lui, dans la Sarthe. Et il y a un monsieur avec son petit garçon qui le tient par la main et qui fait la queue et qui dit assez fort pour que François Fillon l'entende, qui dit à son petit garçon « Tu vois le monsieur là-bas ? Eh ben tu ne le reverras plus jamais ». Voilà, c'est ce genre de scène que vivent les Fillon au quotidien et qui a traumatisé Pénélope, qui a vraiment chamboulé pas mal les enfants et qui peut-être, grâce aux éclaircissements qu'on va pouvoir avoir sur la procédure judiciaire, ils vont peut-être pouvoir rétablir leur honneur.